Les États baltes, lieu stratégique, mais surtout un modèle pour les Européens. C'est cette double question que nous allons nous poser aujourd'hui dans les rendez-vous de la géopolitique. Alors, l'étude des pays baltes est plutôt rare en géopolitique. Pourtant, ils revêtent une importance cruciale, tant d'un point de vue géopolitique que stratégique, mais aussi, c'est peut-être l'originalité de l'analyse que nous nous livrons aujourd'hui, un modèle pour les Européens. Pour répondre à ces questions, je vais retrouver et discuter avec Fabrice Ravel. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. On a tous en tête la position géographique de ces États baltes, mais on sait peu ce qui se passe finalement d'un point de vue géopolitique et stratégique là-bas. Avant de se projeter dans cette dimension-là, peut-être qu'il convient de revenir justement sur le territoire et sa démographie. Oui, effectivement, il est indispensable de pouvoir resituer dans un premier temps ces trois États baltes, notamment à travers leur dimension en termes de superficie et en termes de démographie, parce que ce sont quand même des éléments qui vont nous permettre de spontanément introduire des aspects stratégiques et de nous faire mieux comprendre pourquoi la question telle qu'on se la pose aujourd'hui est totalement judicieuse. Alors, je vais proposer à nos éditeurs une petite démarche simple. Je vais décliner ces trois États baltes par l'ordre alphabétique et on verra que d'ailleurs l'ordre alphabétique correspond à l'ordre géographique en termes de dispositif. Quand on va du nord au sud, on a donc bien l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Alors l'Estonie, ce qui est intéressant à rappeler, c'est que c'est un État qui fait 45 000 km². Ça le positionne à peu près en 130e position en termes de superficie dans le monde, pour une population d'1,3 million habitants, ce qui l'amène sur un rang de 158 dans le monde. Ce qui est important déjà d'emblée à souligner, c'est que ce sera à peu près 0,3% de la population de l'Union européenne. Donc on voit bien l'aspect relativement modique de cette démographie et de cette géographie. Il y a peut-être un certain nombre de paramètres qu'on pourrait rajouter. D'abord que l'Estonie possède 2200 îles. Et ça, c'est très, très significatif parce qu'on voit bien que c'est un pays qui se projette spontanément vers la mer Baltique. Mer Baltique dont on avait, dans une séance précédente, bien insisté sur le caractère éminemment géopolitique et stratégique. J'invite nos auditeurs à revoir cette séance le cas échéant. Et c'est d'autant plus intéressant à souligner que ces îles ne représentent qu'environ 9% de la superficie du territoire estonien, mais ça représente à peu près la moitié du kilométrage en termes de côte, soit à peu près 1540 km de l'ensemble des côtes estoniennes. Donc on voit bien que ça, c'est une caractéristique qui est très très importante. Il y a un autre aspect qui me paraît fondamental à mettre en avant, c'est qu'il y a une frontière avec la Russie, une frontière avec la Russie qui fait 194 km. Seulement, je viens d'utiliser le terme de frontière et il n'est pas totalement adapté, puisqu'en 2014, les deux États ne sont pas tombés d'accord sur le tracé des frontières. Donc normalement, officiellement, il faut les appeler lignes de contrôle temporaire. Je pense que déjà, le fait d'évoquer ce terme est en train de montrer à quel point les dimensions stratégiques auxquelles vous nous avez mis à réfléchir sont en train d'arriver très très vite. Et cette ligne de contrôle temporaire serait en train de s'articuler principalement sur des aspects naturels. Je pense notamment au fleuve Narva d'une part et au lac Peipus d'autre part. Ensuite, donc, on a un deuxième État qui est la Lettonie. La Lettonie, c'est 64 000 km² pour une population à peu près d'1,9 million habitants. Il y a deux autres aspects qui ne sont pas inintéressants à rappeler. C'est que la Lettonie a 276 km de frontière avec la Russie. Et par contre, quelque chose qui vient surenchérir sur la relative modicité en termes de population, c'est qu'on considère qu'entre 2000 et 2021, la population lettonne aurait diminué de 13%. Donc ça veut dire qu'il y a des localités ou des villages qui sont pratiquement en voie de désertification. Ça, c'est un paramètre qui me paraît très très important à souligner. Et puis enfin, il y a un troisième État qui est la Lituanie. Alors la Lituanie, c'est 65 000 km², ça la met à peu près en 120e position en termes de superficie, une population de 2,7 millions d'habitants. Là, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a là aussi une frontière avec la Russie, qui serait environ de 227 km, mais parce que là, il y a un aspect qui est très important, cette frontière ne serait pas orientale, mais occidentale. Parce qu'en réalité, cette frontière se ferait avec l'exclave de Kaliningrad, pour reprendre l'expression géographique juste.
Donc, ça met en perspective le corridor de Suwałki, qui est en fait la frontière entre la Lituanie et la Pologne, qui fait 85 km de long. Et on voit bien que c'est un axe qui serait préférentiel pour essayer, à partir de la Biélorussie, de rejoindre Kaliningrad, qui est donc un oblast russe. Donc là, on a un ensemble de paramètres qui, à mon sens, soulignent effectivement la localisation spontanément stratégique des 3 pays baltes. À l'ensemble de ces paramètres, il y a un point qu'il est important de souligner, c'est la proportion de la population russe à l'intérieur de chacun de ces pays baltes. Ça ne fera que surenchérir sur une situation qui est éminemment stratégique. Alors si pour la Lituanie, on considère que la part de la population russe est d'environ 5%, ça reste relativement modeste. Par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est que pour l'Estonie, on considère que c'est aux alentours de 22,5% et que pour la Lettonie, c'est de 25%. Donc pour ces 2 pays baltes, on comprend bien que la part de la population russe serait aux alentours d'un quart, ce qui est évidemment considérable dans le contexte géographique, démographique et géopolitique contemporain. Au-delà de la dimension territoriale et démographique, il faut peut-être aussi repenser à l'aspect historique et à un XXe siècle qui a été intense du point de vue des pays baltes. Alors là, c'est incroyable, parce que pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, c'est une histoire qui est particulièrement chaotique et violente, et j'aurais presque envie de dire chaotique parce que violente. Pourquoi ? Parce que les 3 pays baltes vont pratiquement se trouver à la croisée des chemins, ou peut-être, si on préfère prendre une autre image, pris comme dans un étau, entre 2 forces presque telluriques, qui n'ont qu'une obsession, c'est se projeter l'une contre l'autre à travers les siècles, c'est multiséculaire. Ce que je suis en train d'essayer de redresser devant nous, c'est le combat entre les Germains et les Slaves, tel qu'on le disait auparavant, et qui commence d'abord par s'enraciner avec la lutte des chevaliers porte-glaives et des chevaliers teutoniques, en particulier contre Alexandre Nevski au XIIIe siècle, mais qui va être prolongé à travers le pan-germanisme et le pan-slavisme, notamment des empires allemands et des empires russes fin du XIXe et début XXe siècle. Il y a qu'à voir les images de propagande de l'époque qui appellent notamment l'Allemagne impériale à se projeter à l'Est pour qu'on comprenne toutes les menaces que peuvent encourir les pays baltes. Faut surtout pas oublier que ça va se prolonger après la Première Guerre mondiale, parce que ça, Olivier, c'est un facteur qu'on a peu à l'esprit. Mais après le 11 novembre 1918, des combats se sont poursuivis en Europe orientale, et notamment dans tous les pays baltes, parce que d'abord, ils cherchaient à acquérir leur indépendance par rapport à la Russie, mais en plus, on était sur des logiques idéologiques, et en plus, avec la révolution, les communistes contre les forces qui souhaitaient empêcher les communistes de prendre le pouvoir. Et puis en plus, il y avait l'action des fameux corps francs allemands, dont certains s'appelaient les Baltikum, donc on voit bien l'idée, qui cherchaient à trouver un peu comme un exutoire à la défaite, le fait de refuser les tracés de l'Allemagne orientale à travers les traités de paix et d'essayer de créer des nouveaux États. Donc en fait, il y a eu des bouleversements qui ont été très très importants, et puis alors jusqu'à la confrontation majeure entre Hitler et Staline. Alors j'utilise le terme de confrontation, même si ça a commencé assez bizarrement et de manière surprenante avec le pacte germano-soviétique du 23 août 1939, dont on sait bien qu'il a amené à la 4e partition de la Pologne, mais dont on ne rappelle pas assez que dans un protocole secret, il abandonnait volontairement les pays baltes à la Russie, qui s'est empressée d'y mettre son hégémonie en été 1940, pendant que l'Allemagne était en train de vaincre la France en été 1940. Donc là, il y a une occupation soviétique. Et alors là, il va y avoir un jeu de balancier qui va être terrible, puisque avec l'invasion allemande le 22 juin 1941, les troupes allemandes vont se projeter en Union soviétique, vont rentrer dans les pays baltes. Ça va donner lieu à des exactions, des massacres, des déportations et des exterminations qui vont être abominables. Il n'y a pas d'autre terme, ça va aller très très loin. Et en 1944, même s'il s'agit de considérer qu'on n'est pas dans le même niveau d'horreur, il y a quand même eu 2 phases successives de déportation mises en place par les soviétiques. Il ne faut jamais oublier ça. Et c'est tellement vrai qu'en Estonie comme en Lettonie, il y a eu des mouvements de résistance. En Estonie, on pense aux frères de la forêt, jusque dans les années 54-55. Donc en fait, on a des pays qui ont été totalement emportés par ces raz-de-marée successifs. Et ce n'est pas totalement fini.
Parce que quand il y a eu la chute du mur de Berlin, donc le 9 novembre 1989, et qu'on a senti que l'Union soviétique de Mikhail Gorbatchev commençait à se fragiliser, il ne faut jamais oublier que c'est les pays baltes qui ont commencé à lancer le mouvement le 11 mars 1990. Et puis en janvier 91, les 3 pays baltes ont vraiment cherché à être indépendants, ce qui a amené une tentative par l'armée soviétique, principalement composée de Russes. Alors on voit bien qu'il y a forcément, en termes de mémoire, des choses qui doivent être latentes aujourd'hui, d'empêcher ces États d'acquérir l'indépendance. On pourrait d'ailleurs signaler à cet égard que c'est certainement l'un des facteurs qui a le plus décrédibilisé Mikhail Gorbatchev, d'une part aux yeux des Baltes, parce qu'on était bien loin des logiques de la perestroïka ou de la glasnost, et d'autre part aux yeux de l'appareil soviétique, parce qu'on considérait qu'il n'était pas capable de maintenir l'unité du pays. Et puis il y a les historiquement, 2 derniers aspects peut-être qu'il convient de rappeler. Ces 3 pays baltes sont rentrés dans l'OTAN en avril 2004, et ils sont rentrés dans l'Union européenne le 1er mai 2004, ce qui permet de souligner qu'ils sont d'abord rentrés dans l'OTAN, puis ensuite dans l'Union européenne. On voit donc l'importance de cette localisation géostratégique qui, au cours de l'histoire, s'est vérifiée par un affrontement et une tension avec d'un côté le monde allemand et de l'autre le monde slave. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une situation qui est analogue ou une situation qui a évolué? En tout cas, toujours un carrefour stratégique. Aujourd'hui, la situation a largement évolué puisque cette confrontation ancestrale a disparu avec le fait, on y reviendra dans un futur sujet des rendez-vous géopolitiques, mais que l'Allemagne, pendant très longtemps, n'a plus souhaité avoir un rôle géopolitique. Mais néanmoins, il y a au moins 4 aspects, facteurs contemporains, qui, loin de minimiser le rôle stratégique des pays baltes, sont plutôt en train de les renforcer. Quels sont ces 4 facteurs? Peut-être convient-il de les énoncer dans un premier temps, avant que de donner un certain nombre d'exemples pour appuyer le fait que justement, ils ont une dimension qu'on pourra qualifier de géostratégique. D'abord, les incidents continuent à se multiplier, voire même à augmenter entre les pays baltes et la Russie. Deuxièmement, on a des frontières qui aujourd'hui ont l'air de se fermer de plus en plus. Troisièmement, on a une réflexion stratégique des pays baltes qui est commune, et je vais m'en expliquer, qui a l'air de prouver qu'effectivement, on est dans un état de forte tension qui est corroborée par le fait qu'il y a des contingents alliés de l'OTAN qui sont de plus en plus présents dans les pays baltes. Alors si vous voulez bien, je vais reprendre chacun de ces aspects en essayant d'y donner 1 ou 2 exemples pour qu'on puisse totalement les corroborer. Alors quand on dit que les incidents se sont multipliés, il y en a un que je trouve particulièrement révélateur, même s'il peut paraître par ailleurs bénin quand on va l'énoncer, c'est que justement, à la frontière entre l'Estonie et la Russie, qu'on évoquait tout à l'heure, sur le fleuve Narva, il y a des bouées qui sont positionnées sur le fleuve. Enfin, c'est quand même un signal fort. Je veux dire, quand on met des bouées sur un fleuve pour montrer la partition entre 2 frontières, ça montre bien quand même que rien que cette idée-là montre spontanément qu'il y a une certaine tension, n'est-ce pas? C'est pas partout dans le monde où on met des bouées sur les fleuves pour marquer les frontières. Eh bien, figurez-vous qu'en mai 2024, les gardes frontières estoniens ont eu la surprise un matin de voir que les bouées avaient disparu. Alors, on pourrait considérer que c'est un peu enfantin, mais l'Union européenne n'a pas du tout rigolé à l'énoncé de cette nouvelle, et l'Union européenne a même, par l'intermédiaire de ses organisations officielles, fait remarquer que c'était une provocation inacceptable. Donc on voit bien que c'était pris très très au sérieux. De même que, à la fois en décembre 2024 et en janvier 2025, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des câbles qui ont été sectionnés entre l'Estonie et la Finlande d'une part, puis entre l'Estonie et la Suède d'autre part. Alors, évidemment, on n'est pas totalement certain de qui serait à l'origine de ces sabotages, parce que par contre, ce dont on est certain, c'est que ce sont bien des actes de sabotage, mais que, évidemment, il y a des forts doutes qui pèsent sur les Russes, d'autant plus que ce qu'on appelle les flottes fantômes, dans le cadre d'essayer de contourner les sanctions économiques avec la guerre en Ukraine depuis le 24 février 2022, laissent à penser que ce seraient des navires de type commerciaux sous pavillon étranger qui seraient laissés aller à ces heures de pratique. Et puis, il y a un dernier élément qui remonte un peu dans le temps, mais il ne faut pas oublier que l'Estonie avait subi de grandes cyberattaques qui visaient l'ensemble du gouvernement
et on va dire des collectivités locales. Pourquoi ? Parce que l'Estonie avait décidé de déplacer une statue qui célébrait l'héroïsme des soldats soviétiques durant la Grande Guerre patriotique. Et là, on voit bien que ces cyberattaques ça avait déchaîné la colère à Moscou, parce qu'on voit bien que là, il y avait plus que l'acte en lui-même, la symbolique de montrer qu'on était indépendant et qu'en plus on s'affranchissait de l'histoire. Donc ça n'avait fait que surenchérir sur la tension. Donc autant d'éléments qui nous montrent quand même que nous voilà dans une situation géographique dans laquelle c'est pas toujours assez entendu à l'ouest, les frictions sont importantes. Alors c'est corroboré par le deuxième aspect. Parce que quand on regarde les frontières, on a évoqué leur kilométrage dans la réponse précédente, qu'est-ce qu'on remarque ? Qu'entre l'Estonie et la Russie, il y avait à peu près 2000 passages par jour avant le 24 février 2022. Aujourd'hui, ces passages sont réduits à la portion congrue. D'abord parce qu'il n'y a plus de contact entre les gardes frontières estoniens et les gardes frontières russes. Le passage en est rendu très délicat. Que l'observation des personnes qui souhaiteraient passer se fait donc de façon beaucoup plus lente. D'autant plus que, comme il y a des mesures de rétorsion économique sur les produits qui peuvent passer ou ne pas passer, on voit bien que finalement tout ça contribue à plus fermer la frontière qu'à la rendre ouverte. On pourrait d'ailleurs rajouter à cet égard que la Lituanie, elle a fermé 4 postes frontières sur 6, excusez du peu quand même, et que le long de la frontière estonienne au sud, qui est une zone qui est très dense en termes de forêt, les gardes frontières estoniens appellent ça la ligne verte. Ils ont érigé une sorte de grillage qui fait plus de 2 mètres de haut, qui est surmonté par des fils de fer barbelés et qui sont censés être pratiquement très difficiles à escalader ou à cisailler. Donc à l'énoncé de ce qu'on est en train de dire, on voit bien que là, il s'agit plus effectivement d'une situation où on va vers une dynamique de fermeture que vers une dynamique d'ouverture. Alors maintenant, ça nous amène sur une troisième perspective, et là, on est en train de monter en puissance. C'est que au début du premier semestre 2024, les 3 pays baltes ont clairement dit qu'ils allaient mettre en place un programme de construction de défense militaire. On a bien compris qu'en fait, il s'agissait de mettre des bunkers, des tranchées, les fameuses dents de dragon qui sont des fortifications anti-blindées, des mines, que ça va très loin d'ailleurs. Parce que, par exemple, en Estonie, on a décidé de prédisposer tous ces matériels pour pouvoir les déployer le plus rapidement possible. Ça, c'est intéressant comme information. Et surtout, on a décidé de préacheter les territoires sur lesquels on devrait les disposer pour respecter l'aspect légal, mais pour être en capacité de les disposer plus rapidement. Si on réfléchit bien à ce qu'on est en train de dire, ça veut dire que les 3 pays baltes sont dans la perspective que de construire pas moins, d'ici les prochaines années, 600 bunkers, pour une masse de 60 millions d'euros. Et c'est très intéressant parce que ça souligne 2 choses, me semble-t-il, d'un point de vue géostratégique et militaire. D'abord, l'angoisse d'être surpris par une offensive. Et on voit bien que là, le 24 février 2022 frappe les esprits, à juste titre, me semble-t-il, des gouvernements baltes, mais le peu de profondeur stratégique de par la superficie qui est assez réduite. Donc là, on ne peut pas avoir le luxe que d'attendre ou que d'avoir plusieurs jours pour pouvoir installer une défense. Et ça souligne bien que cette situation est perçue comme de façon très crédible en fait par les pays baltes. Puis il y a un dernier point qui vient surenchérir sur l'ensemble des aspects qu'on vient de soulever, c'est qu'il y a une présence qui s'est particulièrement renforcée de la part des forces de l'OTAN. Alors là, on se contentera d'en citer quelques indices parce qu'évidemment, il y a une déclinaison qui pourrait être beaucoup plus importante, mais qui pourrait peut-être être un peu lassante. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis 2016-2017, l'OTAN a déjà prévu de mettre en place des organisations opérationnelles internationalités à l'échelle du bataillon. Il y en a 8. Mais sur ces 8, il y en a 3 qui sont centrés sur chacun des pays baltes. Donc l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Et il y a des pays cadres qui sont censés avoir la mission que d'épauler les forces baltes sur place. Par exemple, en Estonie, c'est les Britanniques et les Français. Sur la Lettonie, c'est 11 pays, mais le poids de la Pologne est très important. Alors évidemment, c'est dû à la fois à la proximité géographique
et au fait que les Polonais sont en train d'investir massivement dans l'armée depuis plusieurs années. Et puis, il y a un autre aspect sur lequel on reviendra qui est important aussi, c'est que la Lituanie, l'Allemagne, est en train de devenir un pays cadre en termes de défense. Pour ces groupements tactiques multinationaux d'une taille d'un bataillon, il y a 2 informations supplémentaires qui me paraissent importantes d'apporter à nos auditeurs. D'abord, la Lettonie a décidé de faire passer ce bataillon à la taille d'une brigade. Donc ça, c'est très très important parce qu'on voit bien que là, on cherche à monter en puissance considérablement, que cet effort est d'autant plus louable que les moyens forcément de la Lettonie ne sont pas aussi importants que ça, et ça laisse encore une fois à penser à la crédibilité qu'on apporte à la menace. Et puis, dans la continuité, spontanément, en 2024, l'Allemagne a décidé, elle, de porter ses effectifs à l'échelle d'une brigade. C'est-à-dire que d'ici 2027, les forces allemandes qui devraient être en Lituanie, puisque c'est leur lieu de localisation, devraient s'élever à 5000 hommes. Donc là, on voit bien que non seulement ça renforce l'aspect stratégique qu'on s'est efforcé de démontrer à travers l'ensemble des paramètres qu'on a déclinés, mais qu'en plus, ça souligne à quel point les Allemands sont en train, déjà depuis plusieurs mois, de totalement repenser leur positionnement en termes de géopolitique. Oui, Fabrice, vous avez énuméré 4 paramètres qui montrent l'importance géostratégique des pays baltes. À ça, on peut ajouter peut-être un 5e élément, mais qui serait plus d'ordre psychologique. Oui, il y a un terme qui vient renforcer le fait qu'il faut considérer que les pays baltes sont stratégiques, et ce terme, c'est la crédibilité. Et là, c'est juste qu'on passe alors de termes ou d'objets qui sont plutôt objectifs ou qui sont facilement palpables à quelque chose qui rentre plus dans l'ordre du psychologique. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver, j'ai presque envie de dire 2 fois doublement, si vous me permettez. Parce que là, il y a une question de crédibilité globalement pour l'ensemble des Occidentaux vis-à-vis des pays baltes. Et puis après, on va se rendre compte qu'il y a aussi une question de crédibilité qui serait plus spécifique pour les pays européens. Alors, je vous propose de scinder cette logique en 2, comme vous l'avez proposé de le faire. D'abord, au niveau occidental, quel est le rapport à la crédibilité qu'on engage vis-à-vis des pays baltes ? Alors, si on utilise le terme de globalement occidental, je pense que nos auditeurs auront bien compris que c'est que spontanément, on inclut les États-Unis et qu'on va en particulier être concentré sur les États-Unis. A fortiori, sinon la question suivante, on va plutôt être concentré sur les Européens. Là, il y a 3 arguments qui me paraissent essentiels à apporter par rapport à la notion de crédibilité. C'est que d'abord, c'est une logique qui nous lie entre l'histoire et l'actualité. Même pendant la guerre froide, les États-Unis n'ont jamais reconnu le fait que les pays baltes soient des républiques socialistes soviétiques, parce qu'ils ont toujours considéré que c'était des États indépendants, tels que les traités les avaient amenés à la fin de la Première Guerre mondiale, à partir des années 1919-1920. Donc en termes de crédibilité, il serait difficile que de ne pas soutenir de surcroît aujourd'hui l'indépendance des pays baltes. Là où ça devient intéressant, c'est qu'en plus ces pays baltes sont membres de l'OTAN, comme on l'a spécifié auparavant. Et qu'il y a le fameux article 5 de l'OTAN qui précise, même si les termes en sont parfois un peu évasifs, qu'on est censé répondre par une défense proportionnelle à une offensive qui concernerait un des États membres de l'OTAN. Mais pour surenchérir sur ce qu'on est en train de dire, on comprendrait mal, si jamais il y avait une menace stratégique qui frappait les 3 pays baltes, le fait qu'on soit en train d'envisager une réponse qui soit uniquement proportionnelle, et on comprend bien qu'il faudrait qu'on soit plutôt dans une réponse ferme pour montrer non seulement le fait qu'on est attaché à la défense des pays baltes, mais pour montrer la crédibilité justement de l'OTAN. Et puis il y a un 3e aspect, et je trouve que là, il n'est pas assez souligné par rapport aux événements récents, et qui va être totalement paradoxal par rapport à l'attitude des États-Unis, c'est que le moins qu'on puisse dire, on l'avait précisé dans certaines de nos séances précédentes, les États-Unis ont l'air de vouloir se désengager à moins de l'Ukraine, voire de considérer que c'est un front subalterne par rapport à leur obsession vers la Chine, n'est-ce pas ? Seulement, là, ça pose un problème. Et là, il va falloir lier. Parce que comment, dans les pays baltes, peut-on porter la crédibilité sur une intervention américaine si on sent les États-Unis hésitants en Ukraine, et que cette hésitation est d'autant plus parlante
qu'il faut se remémorer qu'elle fait suite à un retrait américain en Afghanistan et à des hésitations américaines qui avaient lieu par ailleurs, notamment, je pense, en Syrie avec Barack Obama en 2013. De même que, d'ailleurs, c'est là où c'est totalement paradoxal, je pense qu'à Taïwan, on regarde aussi cette situation. Et donc, en fait, pour dire clairement les choses, oui, on voit bien que les États baltes sont stratégiques parce que intrinsèquement, ils ont un certain nombre de paramètres qui leur donnent cette importance, mais parce que, de par la situation des États-Unis pour les Occidentaux en général, ça relève d'une question de crédibilité. Ça va être vrai aussi pour les Européens. Alors, est-ce que ces enjeux de crédibilité pour les États-Unis peuvent être déclinés de la même façon pour les Européens? Non. Non, parce qu'on n'est pas dans la même situation et on va s'en rendre compte assez vite. La crédibilité des Européens est engagée pour 3 raisons, mais qui ne sont pas les mêmes. D'abord parce que les pays baltes sont en Europe, Olivier. Donc là, les premiers concernés, c'est nécessairement les Européens. Et puis le deuxième argument vient dans la continuité. Non seulement ce sont des pays qui sont sur le continent européen, mais qui sont membres de l'Union européenne. Donc là, il est évident que l'Union européenne et les États européens jouent leur crédibilité, d'autant plus que là, c'est un troisième argument, et c'est celui qui me paraît le beaucoup plus important. Il y a déjà un défaut de crédibilité pour les États européens qu'on avait souligné dans une séance précédente, dont le titre, me semble-t-il, est évocateur, on peut le rappeler. L'Europe va-t-elle enfin se réveiller, et qui soulignait que depuis 30 ou 40 ans, c'est quand même les pays européens qui ont le plus d'avoir du mal à accepter que l'évolution géopolitique ne correspond pas aux espoirs qu'on avait pu avoir à la fin de la guerre froide. Donc là, déjà, il y a une question de crédibilité par rapport au fait qu'il s'agit de s'arrimer dans la réalité de la géopolitique, mais ça se dédouble, c'est là où ça se dédouble, avec le fait qu'il faut prouver qu'on est bien prêt maintenant à prendre un virage à 180 degrés, c'est-à-dire à maintenant reconsidérer avec la justesse des défis qu'elle impose ce qu'est la réalité géopolitique. Donc là, on voit bien que cette crédibilité se pose sous un certain angle aux États-Unis, mais qu'elle se pose avec encore plus d'acuité et plus de force aux États européens. Revenir à de la géopolitique pour les Européens, mais aussi considérer peut-être les pays baltes comme un modèle. Et là, on sort vraiment de nos habitudes dans les rendez-vous de la géopolitique, parce que quand on pense modèle, on pense modèle mathématique, on pense macroéconomie, on pense aux ingénieurs, on pense modélisation. Mais là, on est plutôt dans des jeux de rapport de force, des jeux de contingence, des jeux de fluctuation. Comment peut-on imaginer un modèle comme projection en géopolitique? Parce que je crois que les pays baltes, pour les Européens, quelque part, tracent 3 fois la route vers un destin qui doit être commun. D'abord parce qu'ils ont fait preuve d'une résilience dans l'histoire, dont je crois que c'était l'intérêt de la récapituler dans les questions précédentes, est incroyable quand même. Ensuite, parce que l'investissement, je vais y revenir, en termes de budget militaire, est très conséquent. Et enfin, parce que là, le modèle de la défense, le modèle de la défense, me paraît très très important pour les États européens qui seraient aujourd'hui en termes de réflexion, en recherche de comment reconstruire une armée et de comment la reconstruire dans un temps qui serait pas trop long, relativement court. Alors évidemment, il n'est pas possible d'évoquer tous les programmes militaires des 3 pays dans le cadre de notre séance. Donc j'ai fait le choix de prendre l'exemple en particulier de l'Estonie, parce que j'ai le sentiment qu'il est assez révélateur, et par rapport à l'effort budgétaire militaire considérable tel qu'il est mené par les pays baltes, et par aussi l'organisation telle que l'armée estonienne cherche à la mettre en place pour pouvoir mieux résister aux défis géopolitiques auxquels elle est confrontée. Donc si vous voulez bien, je vais d'abord commencer par les questions qui sont relatives au budget, puis ensuite faire les questions qui sont liées à l'organisation. Alors d'abord, ce qu'il faut constater, c'est que depuis 2014, l'Estonie a fait un effort considérable sur son budget, parce que en fait, l'Estonie accepte de dépenser à hauteur de 3,43% en termes de budget militaire. Pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire que dans le cadre de l'OTAN, l'Estonie est la 2e, après la Pologne qui est un peu au-dessus de 4, mais surtout qu'elle est devant les États-Unis qui consacrent 3,38% à leur budget. Donc là, alors évidemment, en valeur absolue, on n'est pas du tout sur la même échelle, mais en termes d'efforts en pourcentage,
Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très très conséquent. Et d'ailleurs, l'Estonie a décidé prochainement de dépenser l'équivalent d'1,3 milliard sur la réacquisition de munitions, notamment en termes d'obus de longue portée, de missiles antiaériens de moyenne portée, et est en perspective de vouloir acheter des canons César à la France. Donc on voit bien que là, par rapport aux capacités du pays, l'effort qui est fait est considérable. Et alors, il y a quelque chose qui, me semble-t-il, est encore plus instructif pour nous, Européens, c'est l'organisation de la défense. Et ça, j'ai eu en particulier l'occasion de m'en rendre compte lors d'une journée du samedi 23 mars 2024, qui était organisée à l'occasion du 125e anniversaire des ORSEM, c'est-à-dire les officiers de réserve spécialisés en état-major, parce qu'on a eu la chance d'avoir l'intervention de la conseillère politique de l'ambassade d'Estonie, Marie-Louise, qui avait fait une intervention qui avait été remarquée d'ailleurs, puisque c'était l'organisation de la nation estonienne face aux crises. Et on voit bien que c'était le terme de nation estonienne était fort dans son propos. Et ce qu'on remarquait, c'était que l'armée finalement d'active, c'était environ 4200 femmes et hommes dans l'armée estonienne. Mais il y avait une force territoriale de composantes civiles qui venaient immédiatement renforcer cette première composante d'active qui était à hauteur de 18 000. Et j'insiste sur le fait que ce sont des civils qui sont directement incorporés dans la défense territoriale, auxquels il faut rajouter 20 000 femmes et hommes de réserve. Donc là, quand on regarde les chiffres qu'on est en train de donner, je demande à nos auditeurs de faire un ratio par rapport à la population initiale telle qu'on la déclinait au début de la séance, n'est-ce pas ? Alors c'est une statistique qui est loin d'être anecdotique, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que l'armée estonienne est en capacité de faire passer 100 civils à l'état de militaire défendant son pays en 1 heure de façon organisée. Donc ça, c'est vraiment remarquable. Et je vous prie de croire que les officiers qui étaient dans la salle étaient en train d'écouter de façon particulièrement attentive, et que d'ailleurs, on voit bien que ça corrobore le fait que dans beaucoup d'armées européennes aujourd'hui, l'axe préférentiel de montée en puissance va se faire à travers la réserve. Et cet exemple estonien auquel étaient très attentifs les officiers, j'imagine qu'on peut le penser dans une perspective plus large, en termes peut-être d'enseignement géopolitique et de prospective. Oui, et qu'on peut d'ailleurs résumer dans une formule qui se veut être à la fois une citation et une solution. Parce que ce qu'on remarque à travers les pays baltes, c'est qu'évidemment, ils nous rappellent, dans le cadre de leur situation qui est éminemment stratégique, quels sont les grands enjeux qu'il y a aujourd'hui en géopolitique. Ça, c'est la première chose. Mais ils peuvent nous rappeler aussi qu'il faut que les Européens comprennent que non seulement il est logique de défendre ses intérêts, mais que ça n'est pas dépassé ou que ça n'est pas indécent. Cette formule, je la reprends du ministre des Affaires étrangères estonien, Magnus Tsapna, qui, je trouve, évidemment, est en reflet d'un slogan américain et qui peut d'ailleurs revêtir plusieurs retranscriptions. Sommes-nous capables de dire « Europe d'abord » ? Eh bien, je vous propose, Fabrice, de nous arrêter sur ce mot de conclusion et sur ce d'abord. Ce d'abord pour sortir peut-être d'une forme de naïveté européenne et repenser le réalisme géopolitique et la défense de ses intérêts propres. Nous voici arrivés au terme de ces rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.